Bonjour à tous et bienvenue au webinaire pour la présentation du Projectathon ANS qui se déroulera la semaine le 26, 27 et 28 septembre prochain. Voilà, donc petit rappel de bonnes pratiques, mais je pense que vous les connaissez déjà tous. Les micros sont désactivés, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions qui est dédié et le webinaire est enregistré, donc il y aura évidemment un replay qui sera disponible dans les prochains jours, ainsi que le support de présentation qui sera mis en ligne. Voilà, donc je vous laisse la main. Oui, bonjour à tous. Donc, c'est un Projectathon 2023 qui portera sur des volets du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, sur des volets aussi qui concernent des projets de l'Agence du numérique de santé et aussi des extensions françaises d'Interop Santé. Donc, vous l'avez compris, c'est un Projectathon qui est co-organisé par l'Agence du numérique et Interop Santé. Les intervenants, je ne vais pas les présenter, mais toute l'équipe d'interopérabilité va intervenir pour vous présenter ce Projectathon et toute l'équipe aussi sera présente pour vous aider derrière en septembre lors de ce Projectathon pour tester, mais aussi pour vous aider dans la compréhension des volets d'interopérabilité. Enfin, si vous avez des questions, il y a un mail de contact unique que vous voyez en bas de cette diapositive. En introduction, donc Connectathon de Projectathon, de quoi on parle? Connectathon, ce sont des sessions de tests d'interopérabilité des systèmes d'information de santé dans lesquels on teste en réalité les profils d'IHE international. IHE, c'est une association internationale. Ces Connectatons sont organisés par IHE. Il y en a dans chaque région, en Amérique du Nord, au Japon et en Europe. Le prochain Connectathon européen, donc, il aura lieu le 25 au 29 septembre 2023 à Rennes. Le Projectathon que nous co-organisons, ce sont donc des sessions de travail qui permettent aux éditeurs, producteurs, consommateurs de documents de réaliser des tests d'interopérabilité, tester leurs solutions en situation réelle, on appelle ça des tests de bout en bout, sur certains volets du cadre d'interopérabilité. C'est organisé cette année par l'ANS en France en collaboration avec Interop Santé. Ça se déroulera, attention aux dates, il y a quelques petites différences, c'est du 26 au 28 septembre à Rennes en marge du Connectathon. Donc un jour plus tard et du 26 au 28. Je vous ai mis, les deux événements sont organisés dans le même lieu. Et je vous ai mis en marge de ces événements aussi, il y a des conférences et je vous ai mis le lien vers cette semaine qui sera une semaine dédiée vraiment à l'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Mais nous, dans ce cadre de ce webinaire, on va vraiment se focaliser sur le Projectathon. Alors, profil d'IHE versus profil du cadre d'Interop. IHE donc, publie des spécifications d'interopérabilité qu'on appelle des profils par domaine, biologie, pharmacie, et aussi par domaine technique, partage, échange de données. Vous avez le lien ici sur les profils qui sont édités par IHE. Et IHE fournit aussi des services de validation, Gazelle, pour ces profils. Ils organisent aussi tous les connectatons, notamment les connectatons européens. Ensuite, pour chaque pays, les profils internationaux sont adaptés au contexte réglementaire, c'est ce qu'on appelle des extensions nationales. Et en France, l'ANS publie un cadre d'interopérabilité qui sont des volets adaptés au contexte français. Et donc, on organise chaque année un Projectathon. Cette fois-ci, on co-organise avec Interop Santé. Pardon, bonjour à tout le monde. Thierry vous a présenté le Projectathon, donc vous posez la question pourquoi participer au Projectathon. La première raison, ça vous permet de tester la conformité de vos solutions, de faire remonter auprès de nous, comme on va tous être présents, en fait, l'ensemble de l'écosystème, les corrections, les évolutions à envisager, de rencontrer aussi les autres éditeurs et donc de partager sur
sur des bonnes manières de faire, des solutions ou des trucs et astuces, de rencontrer donc l'ensemble des équipes. Et l'autre intérêt majeur, c'est que c'est un événement gratuit. Donc, vous avez bien compris, l'intérêt aussi, et un grand intérêt pour nous à ANS, c'est que ça nous permet d'améliorer la qualité de nos spécifications et de nos volets, de mieux vous connaître et de savoir ce qu'on doit pour produire pour la suite afin de répondre à l'ensemble des besoins de l'écosystème. Éditeur, vous hésitez encore à participer. En fait, vous pensez que vos solutions ne sont pas prêtes. C'est pas grave, le Projectathon est un outil d'intelligence collective où vous pouvez faire les développements en live, même si vous n'avez pas encore initié les développements sur les différents volets. L'autre intérêt majeur de participer au Projectathon est lequel? C'est que l'ANS communique fortement sur ce Projectathon et les participants. On communique de manière collective sur l'ensemble des éditeurs qui participent à cet événement. Pour vous faire un petit retour par rapport au dernier Projectathon qui a été réalisé, c'est le Projectathon 2022. Vous étiez 27 participants, 120 personnes ont été impliquées. Le Projectathon a été en mode mixte et présentiel. Il y a eu énormément de tests qui ont été réalisés, 208 tests. 19 du volet du CISIS ont pu être testés. Et l'autre intérêt majeur, c'est qu'on a mis en place un Slack. Le Slack sera toujours aussi présent cette année. On va mettre le lien vers le Slack. On voit qu'il y a eu plus de 4500 messages qui ont été échangés. Ce qui montre quoi? Qu'on a besoin d'avoir des moments privilégiés, des temps d'échange pour communiquer, soit entre industriels ou avec l'ANS. On vous a remis ici quelques verbatines des éditeurs qui ont pu participer l'année dernière. Je vous en cite quelques-unes, mais vous pouvez tous les voir. La bonne organisation technique, la qualité de la documentation des procédures de test, l'échange avec d'autres professionnels permet d'avancer très rapidement dans le débogage des interfaces, ainsi que le message qu'on voulait vous faire passer, c'est si vos développements n'est pas tout à fait sec, n'hésitez pas à venir quand même, c'est l'occasion de le tester et d'avoir des retours. Je passe maintenant la main à Nicolas qui va vous présenter les volets Fire qui vont être testés. Bonjour à tous, donc je suis expert interop à l'ANS, pharmacien, et du coup je vais vous présenter les 4 volets du CISIS Fire qu'on va vous présenter au Projectathon que vous pourrez tester. Donc le premier, c'est le volet gestion de cercle de soins qui a été développé avec le GCS Santé Bretagne. Donc, c'est un bon exemple de collaboration. Donc ce volet concerne le flux de gestion et de consultation du cercle de soins d'un patient usager et de ses membres. Et l'exemple d'un cas d'usage, c'est de consulter le cercle de soins d'un patient venant d'être admis dans un établissement de santé et mettre à jour ce cercle de soins pour que cet établissement soit déclaré en tant que nouveau membre du cercle de soins. Le deuxième volet testé sera le cahier de liaison, où l'idée est de mettre en place des flux de partage des notes sur les patients sur le cahier de liaison dans un usager. Les deux autres volets que l'on va tester seront le volet gestion d'agenda partagé, qui est le flux de gestion de recherche de disponibilité et de rendez-vous entre usagers et fournisseurs de soins. Et enfin, le dernier, le volet mesure de santé, qui est le flux d'alimentation d'une mesure de santé, qui permet par exemple de partager une pression artérielle, une fréquence cardiaque, etc. etc. Et ces deux volets donc, sont les volets sur lesquels s'appuient les deux API de Mon Espace Santé, Agenda et Mesure. Pour ceux qui sont habitués du coup au Projectathon, vous pouvez voir qu'il y a des volets qui étaient déjà testés au précédent Projectathon, donc gestion d'agenda partagé, cercle de soins et cahier de liaison. Donc on a mis à jour en fait l'ensemble de ces tests. On les a vraiment complétés et ils ont beaucoup changé. Donc c'est très intéressant de revenir et de les tester même si vous les avez déjà vus l'année dernière. Et donc il y a également ce nouveau volet mesure. Et voilà. Et donc bien sûr les spécifications sont disponibles à tout moment sur le site de l'espace de publication du CISIS. Voilà, maintenant je vais passer la main à Isabelle Gibaud qui va vous parler de la transmission de documents en CDA en HS7V2. Bonjour à tous. Alors là, il y a un souci. C'est bon? Oui. Bon, c'est quoi? On t'entend bien Isabelle sur le micro de Manon. A priori, pas besoin d'activer le tien. Si tu essaies, ça va être bon. Ouais, d'accord.
Donc bonjour, Isabelle Gisot, je fais partie de l'équipe d'interopérabilité technique de l'ANS. Donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui 2 volets. Alors sur les diapos, en fait, je vais revenir tout à l'heure. Donc le premier, il s'intitule Transmission de documents CDA en HL7V2 version 2.0. C'est un volet qui préexistait auparavant, donc c'est une nouvelle version du volet préexistant. Et ce volet, il permet d'harmoniser la transmission de documents CDA dans un contexte intra-hospitalier vers un composant qu'on appelle, je vais voir les acteurs tout à l'heure, dont l'objectif, le composant, la fonction PFI, est de transmettre ces 2 documents vers le DMP et ou vers la messagerie santé sécurisée. En termes d'acteurs au sens IHE pour ce volet, on va donc s'intéresser à 2 types d'acteurs. Le premier, c'est un acteur qu'on appelle le créateur de documents. Donc, c'est celui qui va créer, modifier, supprimer ou remplacer un document existant. Et puis, l'autre acteur, c'est un acteur qu'on appelle gestionnaire de documents qui va prendre en charge le message qui va lui arriver. Et donc, dont la fonctionnalité est de publier ce ou ces documents sur le DMP et ou de transmettre les documents à la messagerie santé sécurisée en fonction des informations qui sont portées par le message. Donc, ce volet, il met en œuvre un message HL7, plutôt deux types de messages. Le premier type de message, c'est le message ORU, qui est spécifié en HL7V 2.5 et qui permet, lui, de transmettre 1 ou 2 documents. C'est-à-dire, je ne peux pas détailler là-dedans, mais on peut transmettre, par exemple, avec le message ORU, le CDA niveau 1 et le CDA niveau 3. À côté de ça, on a spécifié aussi un message MDM en HL7V 2.6 qui permet, lui, de transmettre un seul document, donc soit le CDA niveau 1, soit le CDA niveau 3. Sur l'ensemble de ces messages HL7, on a préadopté par rapport aux versions 2.5 et 2.6 un segment qu'on appelle le segment PRT, qui est défini en version 2.9 d'HL7V2 et qui permet de préciser l'expéditeur du message et les destinataires MS Santé dans le message. En termes de processus, par rapport au créateur de documents, on va venir gérer la transmission initiale de documents, la suppression de documents et le remplacement de documents. Par rapport au remplacement de documents, on utilise la notion de remplacement pour aussi mettre à jour les notions de visibilité et de masquage du document. Donc ça, c'est la première interface. Et vous voyez qu'en haut, vous avez les petits carrés jaunes. Ce sont les applications qui sont concernées par ce volet. Donc, au niveau de la fonction gestionnaire de documents chargée d'alimenter le DMP, c'est la PFI qui est concernée. Les créateurs de documents, c'est le DPI, le système de gestion de laboratoire et le système de gestion de radiologie. Au niveau de la fonction PFI, on y retrouve également la Drillbox Source qui est chargée de créer le COS, le Key Object Selection, à partir du compte-rendu de radiologie qui provient du système de radiologie. Donc voilà pour la première interface. La deuxième interface, elle est intitulée « Transmission au logiciel de professionnels de santé d'un document CDA qui provient d'un courriel MS Santé ». Donc là, il s'agit d'un nouveau volet qui va spécifier le circuit inverse, c'est-à-dire dans ce cadre-là, la PFI, la plateforme d'intermédiation, va recevoir un courriel provenant de l'extérieur, voilà, c'est ça, va analyser l'archive IHE-XDM, l'ouvrir et dans cette archive IHE-XDM, il y a donc un document et va donc retransmettre aux destinataires qui sont indiqués ce document au travers d'un message HL7 qui cette fois est le message HL7V 2.6. Les applications concernées là, donc c'est la PFI, le dossier patient informatisé et le RIS. Le DPI et le RIS jouant le rôle de consommateur de documents et la PFI, le gestionnaire de documents qui va récupérer l'archive et transmettre ce document au travers du message MDM. Là aussi, on gère la transmission initiale des documents au travers
du canal MSS, le remplacement de documents, y compris la mise à jour des métadonnées de masquage et de visibilité des documents, et la notion de suppression des documents. Et je passe la parole à Eric. Il faut que tu coupes ton micro, Isabelle. Tu inscris ton micro. Non. Tu vas me dire ton micro. Non, tu peux activer ton micro. Vas-y, tu peux. Merci Isabelle. Je vais enchaîner sur le médico-social. Donc Eric Sebelin, donc expert interopérabilité à l'ANS et spécialement sur le médico-social. Donc concernant le médico-social, pour ce projectaton, l'ANS propose de tester 2 nouveaux volets qui n'ont jamais été testés jusqu'à présent sur le suivi des décisions de l'orientation de l'usager. Et ces 2 volets reposent sur les standards CDA FHIR et s'inscrivent dans le contexte des programmes SIMDPH et ESMS numérique. Pour ce projectaton, on aura la chance d'avoir à notre disposition la plateforme Via Trajectoire PH. Donc, grand merci à l'équipe Via Trajectoire pour leur participation. Donc, je vais décrire rapidement les 2 volets qu'on devra tester concernant ce cadre médico-social. Alors, la première partie concerne les flux entre une MDPH et Via Trajectoire, permettant de tester l'interopérabilité des 2 systèmes. Donc, c'est le suivi, l'envoi du suivi de la décision d'orientation et de l'évaluation vers donc la plateforme Via Trajectoire, avec un retour de Via Trajectoire vers le SIMDPH concernant donc les statuts de l'usager entre l'entrée et sa sortie définitive en ESMS. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet qu'on testera sera effectivement la deuxième partie, en quelque sorte, la transmission en fait du dossier de décision vers les MDPH et avec bien sûr l'évaluation de l'usager quand l'accord de la personne orientée aura été transmise à Via Trajectoire. On aura aussi la transmission par le DUI des statuts de la personne orientée en fonction de toute son avancée dans le processus de l'orientation, ce qui pourra effectivement c'est un plus, car jusqu'à présent, cette vision-là n'était pas vraiment, n'arrivait que tardivement. Donc là, on aura vraiment tous les statuts transmis à Via Trajectoire qui pourraient être retransférés après en amont au MDPH. Et si la personne, bien sûr, est orientée, est admise dans un SMS, ce qui est important, c'est que Via Trajectoire envoie l'information à tous les autres DUI. Et ça, c'est effectivement aussi important pour éviter que la personne soit toujours dans une liste d'attente ou une liste d'admission, qu'elle puisse sortir de ces listes, je dirais pas en temps réel, mais en fonction du parcours de la personne orientée. Voilà. Donc, merci beaucoup. Tu as fait les diapos là ? Oui. Okay. Donc, je vais reprendre le main. Maël, donc, on ne vous l'a pas dit, comme vous avez sûrement vu, quand on a fait des petits pictos en haut, jaunes, en fait, par rapport à la liste des volets qu'on est en train de dérouler avec l'ensemble des experts, pour vous indiquer quels sont les logiciels concernés. En fait, je pense que maintenant, vous êtes familier avec les acronymes des pays AGL, RIS, logiciel de spécialité LGC, en fait. Donc, à chaque fois qu'on déroule les diapos, en fait, vous pouvez voir directement si vous êtes concerné. Concernant les volets métiers HL7CDA, l'ensemble des volets métiers HL7CDA vont être testés, en fait. Tous les volets, en fait, que ce soit le volet d'anesthésie, réanimation, on aura les membres de l'ASFAR, d'ailleurs, qui vont être présents sur ce projectaton. Donc, il y aura des anesthésistes qui vont être là, donc des experts métiers qui pourront nous aider et vous aider à mieux comprendre les spécifications et l'intérêt de ces volets.
On aura tous les volets de cancérologie, la biologie, les accidents vasculaires cérébrales, la cardiologie. L'ensemble des volets pour les nouveautés ont donc été modifiés en fait, suite à la dernière concertation sur les terminologies et jeux de valeur. En fait, il y a un nouveau volet qui est la note de vaccination, le mesure de l'enfant, le CS8, CS9 et CS24, et bien sûr la prescription de produits de santé. Ce qu'on voulait vous redire, c'est que l'ensemble des documents CDA que vous connaissez déjà sûrement sur l'espace de publication vont être testés. Donc n'hésitez pas à venir, et on aura aussi des experts métiers qui seront là pour nous accompagner en fait, par rapport à la mise en œuvre de ces volets. Donc, vous avez ici l'ensemble des volets des documents CDA. Concernant la couche échange de documents de santé, en fait, on va la tester, bien sûr. On va retester les archives HEXDM. Pour les archives HEXDM, c'est quoi? C'est des répertoires zip qui sont envoyés par messagerie sécurisée de santé et qui permettent l'intégration automatique par le logiciel consommateur. Donc, ce qu'on va faire en termes de vérification, on va pouvoir valider le document CDA, valider le fichier metadata qui sont les données, les métadonnées du document CDA. Et on pourra même faire une cross-validation, c'est-à-dire assurer la bonne cohérence des données entre les documents du metadata et le document CDA. Quelques nouveautés à ce niveau-là par rapport au volet échange de documents de santé. On a spécifié ou rajouté comment faire l'ajout et la suppression de documents. C'est quelque chose qui n'était pas décrit dans l'ancien volet. Donc, n'hésitez pas à venir si vous voulez tester ces nouvelles fonctionnalités. N'hésitez toujours pas à venir. Et maintenant, je vais laisser la main à Mathieu Baja pour le projet Dreamman. Merci Maël. Bonjour à tous, je suis Mathieu Baja, expert interopérabilité d'ANS et spécialiste imagerie. Quelques petits mots pour vous présenter le projet DreamM, en effet, qui est un nouveau projet qui est proposé. L'idée de ce projet, c'est de proposer du partage d'imagerie sur un plan national, basé du coup sur un maillage. Avec le déploiement de ce qu'on appelle les fameuses Dreambox. Donc voilà, très rapidement, pour vous présenter le projet. Donc l'idée, c'est de permettre finalement d'aller chercher une image médicale là où elle se trouve. On s'adresse principalement aux professionnels de santé, donc tout type de professionnels de santé, en plus des professionnels de santé, donc spécialistes imagerie, radiologues, médecins nucléaires, et puis également aux patients. À travers ce projet qui a été instruit déjà depuis de nombreux mois. D'ailleurs, je remercie votre participation. Donc, il est complètement porté par les radiologues, également par la communauté médicale. Mais je remercie aussi vous, éditeurs, pour votre participation à de nombreux ateliers, ce qui nous a permis du coup de bâtir les spécifications. Donc, il y a un lien en haut, c'est vous retrouvez du coup les différentes spécifications. Alors, il y a deux types de spécifications autour de ce projet. Il y a les spécifications projet qui portent un ensemble du coup d'exigences sur lesquelles vous, éditeurs, vous pourrez du coup vous faire référencer pour proposer ensuite cette solution. Et puis, implicitement, ce projet nous a fait également évoluer un certain nombre de spécifications du cas d'interopérabilité et ces spécifications qu'on appelle CISIS qui seront du coup testées lors du projectathon. Alors, donc plusieurs volets. Alors tout d'abord, ce projet DREAM, il est complètement inédit. Il y a la partie imagerie, donc il me semble que c'est la première fois qu'il y a du coup de l'imagerie qui sera proposée lors du projectathon. Donc on va être amené à développer un certain nombre de nouveaux validateurs. Alors j'ai tenté de catégoriser les éditeurs à qui on s'adresse pour porter ces différents volets. Donc on va retrouver les PFI imagerie, des éditeurs de PAX et des éditeurs qui proposent déjà des passerelles de partage d'imagerie. Donc, plusieurs spécifications ont été rédigées, principalement avec un impact sur les deux couches CISIS, donc la couche métier, avec la rédaction de ce qu'on appelle la référence aux objets d'un examen d'imagerie, le fameux COS, DICOM, qui va porter du coup l'ensemble des références aux examens d'imagerie. Donc, l'idée, c'est de
tester ce COS, de tester la validité de ce COS. Donc, il y aura un premier validateur qui sera mis à disposition. Et puis ensuite, on a différentes spécifications qui sont sur la couche service. Alors, on a rédigé tout d'abord une spécification fonctionnelle des échanges qui est très générique et qui hérite du volet déjà existant de partage de documents de santé, mais qui apporte du coup des nouveaux flux spécifiques à l'imagerie. Ensuite, il y a un autre volet qui a été également étendu, c'est le volet de partage de documents de santé, puisque pour ce projet qui implique plusieurs services, notamment le DMP et ensuite le Dreambox à travers le maillage national, nous avons dû mettre en œuvre et spécifier du coup des nouvelles métadonnées avec du coup l'intégration d'un nouveau profil, le XDSI, pour permettre du coup le partage du manifeste COS, avec du coup l'extension également des services SOC, notamment le DMP pour qu'il intègre ce COS. Donc là aussi, il y aura aussi des validateurs qui seront proposés pour tester ces nouvelles métadonnées, des validateurs de type proxy et également de la cross-validation pour tester finalement de la métadonnée, de l'image et le COS DICOM pour permettre d'assurer la cohérence entre ces trois différents objets. Et juste avant, ça a avancé tout seul. Enfin, le dernier volet qui a évolué, c'est la partie, la spécification technique sur le volet d'accès aux documents de santé qui sera également testé à travers du coup des validateurs de ce qu'on appelle le WAD-WRS, qui est finalement du standard DICOM, qui a été un peu surspécifié pour répondre du coup au projet DREAM, donc avec une couche de surspécification sur le CISIS dans le volet accès aux documents de santé. Vous retrouverez le lien là en haut à droite, donc je vous invite à lire les documents. Et enfin, sur la dernière slide, nous n'avons pas beaucoup de temps pour vous présenter le projet Projectathon. Nous, côté projet DREAM, on organise du coup un atelier le 20 juin à 18h. Donc, l'ensemble des éditeurs sont bien sûr conviés. Alors, on a assez peu, on a pas énormément d'éditeurs qui suivent ce projet qui est quand même très spécifique. Donc, normalement, vous avez reçu l'invitation et du coup, ça sera l'occasion d'échanger avec vous sur les validateurs, rentrer un petit peu plus en détail sur les validateurs qui seront proposés et commencer à vous communiquer les principaux scénarios que l'on souhaite tester. Donc, une invitation a été envoyée. Nous avons une adresse générique. Donc, si vous êtes intéressé par cet atelier, je vous invite du coup à envoyer un mail pour qu'on puisse vous inclure dans cette réunion. À titre d'information, nous avons également organisé ce qu'on appelle un pré-projectathon qui s'est terminé début juin sur la base du coup d'éditeurs pilotes volontaires pour tester les premiers validateurs qui ont été développés. Il y a un rétex qui a été rédigé, qui a été partagé et le but là du Projectathon finalement c'est s'appuyer sur cet événement pré-projectathon avec un ensemble de validateurs qui ont été passés en ajoutant du coup 2 nouvelles contraintes pour le Projectathon sur ces premiers validateurs. Nous en reparlerons du coup lors de l'atelier. Voilà, c'est tout de mon côté. Merci de votre attention. Oui, bonjour, Stéphane Faré pour l'AMS Santé, l'espace de confiance. On va profiter du projet Tathlon pour vous présenter un petit peu tout ce qui concerne l'API LPS qui est sorti, dont les spécifications sont sorties l'année passée et qui va être la nouvelle interface standard de communication pour les échanges sécurisés de MS Santé entre les LPS et les opérateurs. Vous avez dû être au courant via le référentiel 2 dont vous avez les spécifications qui sont notées ici, que vous retrouverez sur le site mssanté.fr. Il y a déjà eu une phase pour les opérateurs qui doivent être compatibles avec l'API LPS fin septembre 2023. Et tout ça dans le cadre de la vague 2 du Ségur qui rend l'implémentation de l'API LPS obligatoire. On est actuellement dans la deuxième phase qui concerne plus précisément les éditeurs et dans ce cadre-là, l'AMS Santé va
va mettre à disposition des éditeurs un outil qui s'appelle Modco 2 pour MS Santé, outil de test et de conformité au référentiel 2. Cet outil va vous permettre de tester votre conformité avec ce référentiel en vous donnant accès à 2 boîtes aux lettres de test, un webmail qui vous permettra de consulter le contenu des boîtes de réception et des boîtes d'envoi, et une interface qui va vous permettre de lancer des tests dans cet outil. Tout ceci permettra donc de valider votre conformité et d'obtenir le référencement Ségur Vague 2. Vous avez une petite image de ce que représentera l'outil. Donc, tout un tas de tests qui seront à dérouler via cet outil de test Modco 2. Le calendrier, actuellement, on est en phase pilote, destiné à valider les développements qui ont eu lieu. Cette phase pilote se termine fin juin 2023 et on mettra en production l'outil avec une communication évidemment à tous les éditeurs concernés sur le site MS Santé courant juillet, avec le but étant de vous aider aussi, de vous accompagner sur ce sujet-là, en mettant en place un support dédié à Modco 2 que vous pourrez trouver via le service client, monserviceclient.mssanté @santé.gouv.fr. L'objectif de vous présenter aussi Modco 2 ici, c'est d'intégrer au maximum une phase de test via les projets Tathlon. Celui de septembre, on est en train de regarder comment ça pourrait être possible, mais de toute façon, dans les suivants, l'idée c'est d'être présent dans les suivants. Voilà de mon côté. Merci beaucoup. Je pense que je passe la main à Alexis. Bonjour, Alexis Bretoff, responsable du domaine annuaire côté ANS, côté DOPS. Très heureux de participer à notre premier projectathon en septembre dans le cadre d'une API Fire, des données en libre accès de l'annuaire santé, donc qui contient les données personnes physiques, personnes morales, les produits de certification, carte CPX, CPS plutôt, et les boîtes aux lettres MS Santé. Donc le service est en bêta test actuellement. Hein, si vous voulez devenir bêta-testeur, vous avez l'adresse en dessous. Et donc, on prévoit un élargissement, une ouverture généralisée d'ici la fin de l'année. Donc, on est très heureux de pouvoir tester cette API durant le projectathon avec vous. Donc, on nous a dit de faire court et une slide. Donc, on a mis à droite pas mal d'informations donc sur la présentation du projet que vous pourrez retrouver, les spécifications qui sont sur GitHub. Et la nouveauté assez récente, c'est que on a une IG qui est disponible depuis peu, voire la communication va sortir dans très peu de temps, pour vous permettre une mise en concertation pour vous permettre de faire des remarques sur les modèles de données. Voilà, et donc pour rappel, hein, les données d'annuaire opposables, disponibles gratuitement, et donc on s'intègre avec plaisir dans cet événement. Donc vous avez quelques exemples d'usage possible de l'API. Vérifier la présence d'un professionnel, récupérer les sites des structures, récupérer les professionnels en fonction d'une boîte MS Santé, etc., etc. Donc on viendra en force durant l'événement. Il y a plusieurs membres de l'équipe, dont les développeurs, je pense, qui seront présents pour assister à cet événement. Merci Alexis. Donc j'enchaîne, je pense, si tu as fini. C'est fini. Donc moi,
Benjamin Reverso, donc moi j'appartiens à l'équipe Interop de l'ANS et je travaille sur le projet SAS, donc le service d'accès aux soins. Et aujourd'hui, on va vous parler de interopérabilité avec la plateforme numérique du SAS. Donc toujours dans l'encart, on vous a mis qui ça concernait. Donc ce serait les éditeurs de logiciels de gestion d'agenda avec prise de rendez-vous. Alors je précise dans un contexte de médecine de ville, dans un premier temps. Et donc, peut-être à l'instar des autres projets de l'agence, et à la différence de ce qui a été présenté au début, là, la plateforme numérique SAS, vous voyez sur le schéma, va se positionner comme un acteur, en fait, qui va jouer différents rôles en fonction des spécifications, et avec laquelle vous allez pouvoir tester l'interopérabilité. Mais également, donc, avec les spécifications d'interfaçage du SAS. Donc, il y a 3 spécifications qu'on va tester, qui sont disponibles sur le site de l'agence. Il y a une page sur le SAS aussi, où vous pourrez retrouver plus d'informations sur le SAS, dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Donc 3 spécifications, ces spécifications Fire, ça s'appuie, ce qu'on n'a pas marqué là, mais elle s'appuie sur le volet gestion d'agenda partagé, mais c'est bien 2 cas d'usage distincts par rapport à ce qu'a présenté Nicolas au début. Donc le premier cas d'usage, c'est l'agrégation des créneaux de disponibilité. Donc là, en fait, la plateforme va jouer va être en tant que consommateur, et en face, on aura des solutions logicielles de gestion d'agenda, gestionnaire d'agenda. Et nous, on va venir requêter, en fait, on va faire une requête de type search sur vos créneaux de disponibilité. Le but, en fait, étant d'afficher dans la plateforme la liste des créneaux de disponibilité que vous avez renseignés, et pour le cas d'usage métier, que vos PS ont renseigné dans votre solution. Donc là, c'est ce premier cas d'usage qu'on teste. Donc là, on va être sur des ressources de slot, schedule, practitioner. Et puis, la suite du processus, c'est qu'une fois qu'on a affiché les créneaux dans la plateforme, en fait, on va vouloir prendre rendez-vous dans votre solution éditeur. Et donc, pour ça, il y a 2 flux qui interviennent. Le premier, donc, c'est aussi, ce sont tous les 3 des flux Fire. C'est la gestion des comptes régulateurs, où là, en fait, on va venir, les comptes qui sont créés dans la plateforme, on va venir les synchroniser avec vos solutions. Donc, pour vous, ça sera une interface entrante, en fait, où vous allez recevoir les créations, les mises à jour et alors pas les suppressions, mais les déshabilitations de régulateurs. Et donc, vous recevez ça dans votre solution pour pouvoir les intégrer. Et la troisième spécification qu'on va tester, c'est la récupération des informations relatives au rendez-vous. C'est-à-dire que dès qu'il y a des rendez-vous qui vont être pris par un utilisateur de la plateforme numérique dans votre système, en fait, vous allez nous retransmettre ces informations. Donc avec différents identifiants, enfin différentes données qu'on a listées ici. Donc là, sur la gestion des comptes régulateurs, on va être sur une ressource practitioner. Et là, on va vraiment être sur le dernier volet cas d'usage sur des ressources slot. Et donc, dernier point peut-être qu'on peut signaler. Donc, vous voyez que la plateforme va jouer un acteur différent à chaque fois. Pour vous, il y aura deux flux entrants finalement. Et ce qu'on n'a pas mis sur la slide, c'est qu'il y a des validateurs. Pour l'agrégation de créneaux, il y a un validateur que vous pouvez utiliser pour tester votre fichier JSON que vous nous renvoyez. Et pareil, sur le dernier flux, là, la récupération des informations de rendez-vous, on a aussi un validateur. Et enfin, je vous ai mis l'adresse. On a une équipe interopérabilité dédiée sur le projet SAS. Donc, si vous avez des questions sur ce cas d'usage ou sur le projet en général, vous pouvez nous écrire à sascontactediteur@isanté.gouv. Et je crois que je laisse la main pour la suite sur les profils IHE. Oui, alors c'est à moi. Donc, là, ce sont donc des extensions françaises, des profils IHE, extensions françaises qui sont publiées par Interop Santé. Alors, une première extension française qui s'appelle PANFR, qu'on vous propose de tester au Projectaton. C'est une extension française du profil international Patient Administration Management. Les besoins couverts par cette
cette extension française, c'est la diffusion de l'identité du patient à l'intérieur d'un domaine d'identification. Donc, tout ce qui est gestion de l'identité du patient et de toutes ces données démographiques associées. Et puis, une deuxième transaction qui est la diffusion des venues et des mouvements du patient dans l'établissement, avec d'une part la gestion administrative du dossier en vue de facturer le dossier pour une ou plusieurs venues, et puis la gestion des mouvements et l'historique des mouvements du patient dans le cadre d'une hospitalisation. Donc ce volet, cette spécification, elle met en œuvre 4 acteurs au sens IHE. Le Patient Demographic Supplier, qui va donc être représenté en général par la gestion administrative des patients, mais pas uniquement, qui pourrait être représenté également par le DPI, par exemple, qui va donc gérer l'identité et transmettre les éléments d'identité du patient vers le Patient Demographic Consumer, qui typiquement est le DPI, le GL, le RINS, etc. Et l'autre transaction, c'est l'ITI 31, qui gère les venues et les mouvements, donc entre le Patient Encounter Supplier vers le Patient Encounter Consumer. Vous retrouverez les spécifications de cette annexe française sur le lien qui vous est donné dans le petit pavé gris, en haut à droite de la diapo. Et voilà, les principaux logiciels concernés par cette annexe, ce sont le RIS, le GAP, le DPI et puis les logiciels métiers. Voilà, je crois que c'est tout. Ah non. Donc, par rapport à cette extension française, par rapport au profil international, il y a des options du profil international qui, en France, sont obligatoires. On a spécifié des segments supplémentaires au cours des années sur lesquels on a travaillé, des spécifications françaises de remplissage de champs, et puis, bien sûr, on vient sur la version 2.10, qui est celle qui sera 2.10.5, qui est celle qui sera utilisée lors du projectaton. On vient gérer tout ce qui est le matricule et le trait d'identité strict du patient, le matricule de l'INS. Donc, on vient aussi préciser comment on supprime un INS, comment on transporte l'INS, etc. Et donc, la documentation, vous retrouverez sur le lien de la diapositive précédente. Donc, ça porte sur l'extension française en version 2.10.5. Et cette extension française, elle est associée aux contraintes sur les types de données en HL7B 2.5 en France, qui est également sur le site d'Interopsanté. Et je passe la parole maintenant à François Macari, qui va vous présenter une autre extension française. Merci Isabelle. Bonjour, François Macari, de la société Use & Share, animateur du groupe de travail biologie d'Interopsanté. Je vous présente l'extension française du profil ILW et qui a été produite par ce groupe de travail sur les années 2021 et 2022. Et plus précisément, il s'agit d'une extension française qui combine 2 profils internationaux, LTW, qui est le circuit d'examen intra-établissement, et ILW, qui est le circuit d'examen de biologie inter-organisation. Inter-organisation, c'est-à-dire entre un établissement de soins et un laboratoire externalisé, la sous-traitance entre laboratoires, les flux entre préleveurs à domicile ayant son propre système d'information et un laboratoire de biologie médicale, et également la faculté de transmettre la copie des résultats de certains examens vers des destinataires en copie, comme par exemple les résultats d'immunohématologie qui sont transmis en copie vers le système d'information des ESS. Et on a également le cas d'usage télépathologie qui est supporté par ce profil ILW. Donc, si vous m'avez bien suivi, vous constaterez qu'il manque des pastilles en haut à droite de la diapositive, puisque c'est non seulement les SGL qui sont bienvenus à tester cette extension française ILW, mais aussi bien sûr les prescripteurs, donc les DPI, et les systèmes qui équipent les établissements français du sang, destinataires de ces résultats d'immunohématologie. Les messages qui sont utilisés sont ceux des standards HL7 2.5.1 avec préadoption de champs et de segments dans une version plus récente pour avoir une fonctionnalité plus riche. Cette extension française
précise comment accompagner la demande d'examen des éléments cliniques pertinents, des documents joints tels que l'ordonnance ou le consentement du patient à un examen de génétique, par exemple. Elle permet de préciser le caractère d'urgence des examens, leur caractère renouvelable ou non. Elle permet aux deux parties de gérer proprement les annulations pendant le workflow, les annulations d'examen. Et elle permet aussi de joindre le compte-rendu en format CDA ou en format PDF au message de résultat. Alors, je passe à la diapositive, s'il y arrive. Voilà. Merci. Donc, vous voyez qu'il y a trois acteurs, hein, on est sur des profils IHE. L'acteur requérant qui prescrit les examens, l'acteur exécutant qui est donc le système d'information des laboratoires, et un acteur collecteur de résultats qui peut être en plusieurs exemplaires et qui, comme je l'ai dit, peut recevoir une copie des résultats de certains examens. C'est le cas, par exemple, pour l'EFS. On a quatre types de messages possibles qui sont utilisables. Donc, bien sûr, les messages qui véhiculent la demande d'examen et ceux dans le sens qui rendent les résultats. Et puis, entre les deux, on a des messages conditionnels qui sont activés selon les choix d'organisation locaux pour transporter le plan de prélèvement dans le cas où c'est le SGL qui calcule ces plans, alors que c'est le personnel soignant utilisant l'application du requérant qui va réaliser le plan. Et puis également un message de contrôle des spécimens qui permet au laboratoire de notifier qu'il a accepté les échantillons biologiques, éventuellement de dire qu'il en a rejeté certains et pour quelle raison c'est rejet. Voilà, donc le Thierry a préparé avec Interop Santé et avec l'ANS les scénarios de test et les services de validation sur Gazelle pour ilw.fr. Voilà, et nous sommes prêts à vous soutenir en tant que moniteur sur place et d'ici là, à répondre à vos questions. Vous avez les adresses d'Interop Santé. Je passe la main à, je ne sais pas qui. Il y a quelques questions dans le chat. Alors je ne sais pas quand vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'on fasse Yes. On va démarrer une petite session de questions-réponses avant de continuer. Alors, si on reprend la question concernant le projet d'interopérabilité d'interopérabilité avec Via Trajectoire, pourra-t-on réaliser les tests d'interopérabilité pour les 6 flux éditeurs DUI et quel est le prérequis pour pouvoir tester les flux? Oui, alors effectivement, dans le cadre le plus optimiste, on pourra tester les 6 flux. Toujours est-il qu'il faudra que Via Trajectoire développe pour fin septembre les 6 flux. Mais c'est l'objectif qu'on puisse tester effectivement tous les flux du volet SMS, bien sûr. Et le prérequis pour pouvoir tester les flux, déjà avoir développé le volet. Et puis deuxièmement, je pense que les prérequis vont être seront transférés aux acteurs par la suite, c'est ça, Maël ? Pour pouvoir se connecter, etc. Donc les acteurs auront un prérequis qui vous seront transmis par la suite, bientôt. Il y a une autre question de la même personne. Enfin, l'événement est-il centré sur les interfaces techniques ou pourrons-nous vous présenter également l'interface fonctionnelle métier? Bonjour, en fait. Vas-y.
Difficile de répondre. L'objectif, hein, c'est vraiment de tester de techniques et aussi fonctionnelles, hein, comment le message aussi s'intègre dans le logiciel. Je ne sais pas comment répondre mieux à votre question. En fait, on va vous donner un mail qu'on vous a donné au début, qu'on va vous remettre dans le chat. On va vous montrer différents éléments. L'objectif pour nous, à l'heure actuelle, c'est de répondre au mieux à vos questions, à vos attentes. Et donc oui, les interfaces fonctionnelles sont aussi testées, en fait. Et on a une question. Lors d'un précédent webinaire, l'ANS avait indiqué que la Dreambox ne pourrait pas être utilisée pour le transfert d'images entre radiologues. Il semble à la lecture de votre présentation que vous soyez revenu sur ce point, puisque vous avez présenté les 2 volets fonctionnels, transmission pour la visualisation patient-médecin traitant et une fonctionnalité pour les professionnels permettant la comparaison ou le post-traitement. Pouvez-vous repréciser ce point ? Mathieu, je ne sais pas si tu es présent encore. Excusez-moi. Je n'ai pas accès forcément à la question. La question est dans le chat. C'est laquelle? Excuse-moi, Manon, tu peux me la reposer. Alors, la question, elle est dans le chat de Marie-Hélène Metzger. Lors d'un précédent webinaire, l'ANS avait indiqué que la Dreambox ne pouvait être utilisée pour le transfert d'images entre radiologues. Il semble à la lecture de votre présentation d'aujourd'hui que vous soyez revenu sur ce point puisque vous avez présenté les 2 volets fonctionnels, transmission pour la visualisation patient-médecin traitant et une fonctionnalité pour les professionnels permettant la comparaison ou le post-traitement. Pouvez-vous repréciser? Oui, alors, ok. La Dreambox, vous avez plusieurs usages sur la Dreambox. C'est vrai que je suis passé assez rapidement dessus. Il y a bien 2 usages. Il y a un usage qui est assez simple, en effet, qui est partager une image à destination, finalement, de la communauté des professionnels de santé et également des patients pour affichage sur un viewer, un peu comme on le faisait, comme c'est fait actuellement d'ailleurs sur les échanges notamment de CD. Le but, c'est vraiment faire du partage et alimenter finalement un carnet de santé numérique. Donc, à partir du moment où le professionnel de santé est habilité pour accéder à l'examen, donc il va tout d'abord accéder au compte rendu. Il y aura un lien sur le compte rendu qui pointe du coup vers la source d'imagerie. Donc, à partir du moment où ce professionnel de santé ou finalement ce patient est habilité à récupérer le compte rendu, il pourra derrière accéder à l'image et la visualiser. On se base entièrement sur la politique d'habilitation qui est aujourd'hui mise en œuvre par le DMP. Donc ça, c'est le premier workflow, c'est un petit peu finalement le plus simple. Et puis après, on a un deuxième cas d'usage qui est en effet les professionnels de santé spécialistes imagerie qui, eux, pourront en effet télécharger les images sur le système d'information local pour réaliser du diagnostic sur ces images qui auront été partagées. Donc là aussi, on s'appuie dans tous les cas sur l'habilitation portée par le DMP, mais la différence, c'est que là, en effet, il est possible d'aller beaucoup plus loin au niveau du dossier partagé, c'est-à-dire récupérer un ensemble d'examens pour un patient donné et les télécharger. J'espère que ça répond à votre question. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous souhaitez en discuter. Et ces cas d'usage sont bien définis, en tout cas, sur les différentes spécifications. Merci à vous. Alors, on a une dernière question. On va prendre une dernière question, puis après, on continue sur le support de présentation. On aura une nouvelle session de questions-réponses en fin
en fin de webinaire sur la question pour les INS. Est-ce que des INS de tests seront à un moment disponibles? Cela devient nécessaire pour tout un tas de tests, pas uniquement pour un Projectaton. On met à disposition des INS de tests pour le Projectaton qui font appel aux services de test et les sujets qui sont en cours de traitement avec les différentes institutions, en fait, mais on a bien la question, en fait, on espère, donc on aura bien des INS de test pour le Projectaton. Et par contre, ils font appel aux services de test puisqu'il y a une contrainte réglementaire qui fait qu'on ne peut pas utiliser des INS en production. On peut donc continuer On peut continuer sur la suite. Hein. Le programme que vous avez pu voir est assez dense. En fait, on va vous renvoyer le programme, comme disait Manon tout à l'heure. Et donc là, c'est pour vous expliquer les différents outils, la suite et comment va se passer le Projectaton en attendant la 3e semaine de septembre, du 26 au 28 septembre. Donc, vous avez donc sûrement dû comprendre qu'en fait, ce qu'on va utiliser pour le Projectaton, c'est quoi? C'est la plateforme de test que vous connaissez sûrement déjà, qui est interop.isanté.gouv.fr, avec l'ensemble des outils de validation qui vous permettent de valider les documents CDA, les différents volets Fire, les flux IFW, les flux HSLV2 PAM, donc l'ensemble des flux qu'on a pu voir. À côté de ça, on va utiliser le Gazette Test Management, qui est l'outil qui va permettre de vous enregistrer et de jouer des scénarios de test. Et quand vous êtes en tracteur entre solutions, les flux qui vont être échangés entre vos solutions vont passer via un proxy et c'est ce proxy qui nous va permettre de vérifier si les flux sont corrects ou non. À côté de ça, avant le Projectaton, dès à présent, on a mis en place un Slack. Le Slack est là pourquoi? En fait, pour vous, en fait, pour communiquer entre vous, d'échanger avec l'ANS, mais aussi lors du Projectaton, de rechercher des partenaires. En attendant la 3e semaine de septembre, à quoi va nous servir le Slack? Si vous posez encore des questions par rapport au Projectaton, le contenu de ce qui va être réalisé, n'hésitez pas à échanger avec nous sur le canal général. Autrement, on a ouvert un canal dédié à l'inscription si vous rencontrez des problèmes pour faire votre inscription. On vous a remis le lien en dessous pour faire la documentation aussi de l'espace de test. Donc, le Projectaton, comme vous l'avez bien compris, c'est du 26 au 28 septembre à Rennes, pour ceux qui seront là en présentiel, mais aussi il est ouvert en distanciel pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, ça va être dans un lieu qui est riche d'histoire, qui est le couvent des Jacobins. Enfin, le programme du Projectaton, donc du 26 au 28 septembre, on aura la première matinée va nous permettre de vous accueillir, de présenter les outils de test, de faire des tests de connexion et d'accrochage. On va lancer plusieurs demi-journées de tests d'interopérabilité sur les différents sujets, sur les différents volets sur lesquels vous serez inscrits. À la fin de ce Projectaton, le jeudi soir, on va faire une clôture et un rétex avec vous, en fait, et la presse. Et enfin, un social event le jeudi soir où vous êtes vraiment tous conviés, on vous attend nombreux. Donc, en attendant la 3e semaine de septembre, aujourd'hui, on est sur le binaire du 14 juin. On vous a présenté l'ensemble des volets. On va vous renvoyer le support. C'est assez riche. On fait un 2e webinaire le 6 juillet pour vous présenter les évolutions, finaliser les inscriptions. En attendant le 6 juillet, on vous a remis le lien dans le chat, mais il va être aussi dans la présentation, le lien d'inscription, puisqu'on attend des inscriptions pour le 5 juillet. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès à présent. Durant l'été, donc au juillet-août, vous pourrez communiquer avec nous sur le Slack et on va refaire un webinaire début septembre. Pourquoi? Pour faire des retests d'accrochage, d'inscription, à répondre à vos dernières questions. On vous a remis ici les liens pour la préinscription au Projectaton. N'hésitez pas à le faire dès à présent et avant le 4 juillet. Le lien d'inscription Slack aussi et bien sûr le lien d'inscription à l'espace de test qui va utiliser
qui va être utilisé pleinement lors du projectathon. Vous avez pu le voir, il y a beaucoup de personnes qui se sont mobilisées quand en fait, l'ensemble des équipes de l'Agence du numérique en santé, Interop Santé, il y a IHE, il y a les membres de l'ASFAR. Vu votre question, on va essayer de mobiliser l'INCA aussi. En fait, l'objectif, c'est vraiment de fédérer avec l'ensemble des experts et pouvoir communiquer, faire évoluer ensemble l'interopérabilité. L'ensemble des grades aussi sont mobilisés, la CNSA et la DGOS. J'en ai peut-être oublié, mais vraiment tout le monde est mobilisé dans cet événement et on vous attend vraiment nombreux. Enfin, je vais laisser la main à Kereval, le partenaire qui met en place la plateforme de test, pour vous parler des tests d'accrochage et des prérequis pour le projectathon. Nicolas, je te laisse la main. Donc, bonjour à tous, Nicolas Bayet, donc je suis chef de projet chez Kereval. Comme Maël vous l'a dit, on va s'occuper plutôt du support technique et du monitoring durant l'événement ainsi qu'en amont. Au travers de quelques slides, je vais vous parler de la connectivité avec les différents outils de la plateforme et notamment effectivement du proxy, qui sera l'outil dédié à la capture de tous les messages qui seront échangés durant le projectathon. Donc ce schéma vous montre l'organisation de très haut niveau des systèmes durant le projectathon. Les choses à bien voir, c'est que le Gazelle Proxy sera dans le cloud et que l'ensemble des systèmes donc, qui seront serveurs devront être également dans le cloud. Pour les clients, pas réellement de contraintes particulières. Ils pourront être à la fois sur le réseau interne du couvent, comme dans le cloud également. Pour des contraintes réseau, donc les serveurs, eux, ont un prérequis, un réel besoin. Les systèmes sur place, du coup, auront une IP sur le réseau du couvent, alors que ceux dans le cloud auront une IP publique. L'ensemble, du coup, tout sera accessible et la communication sera parfaitement fonctionnelle. On va vous... Hop, je vais passer cette slide-là. On va vous envoyer une procédure de test d'accrochage à partir du 6 juillet, une procédure détaillée. Donc, on vous l'enverra sur Slack. Dans cette procédure, vous aurez des tests de connectivité, notamment avec le proxy, pour vous permettre, avant l'événement, voilà, de vérifier que tout fonctionne bien. On a mis quelques petites contraintes donc, voilà, dont j'ai parlé précédemment pour les différents SUT, systèmes sous test. Pour les serveurs, donc effectivement, ça devrait être le déploiement d'une véritable version de test de l'application dans le cloud, avec une adresse publique, avec un port ouvert depuis le proxy. Pour cela, on créera des channels à partir de vos configurations dans l'outil Gazelle Test Management, qui sera utilisé durant l'événement. Il faudra autoriser les flux entrants depuis l'IP du proxy que vous aurez sur la page d'accueil de l'outil et qui vous sera recommuniqué dans la procédure de test, et modifier également vos configurations de reverse proxy pour que vous écoutiez tous les hosts possibles pour les requêtes entrantes. Donc c'est un filtrage au niveau du reverse proxy. Moins de contraintes pour les systèmes sous test client uniquement, simplement utiliser les flux en sortie vers l'IP du proxy pour que la communication soit fonctionnelle. Pas de contraintes sur le TLS, on ne recommande pas de l'utiliser puisque ce n'est pas l'objectif de l'événement, l'aspect sécurité. On va aussi également vous demander de désactiver le SNI durant l'événement, pour la simple raison que TL ne supporte pas, Gazelle Test Management ne supporte pas le SNI, donc au niveau de l'entrée des configurations, il ne sera impossible d'avoir, il faut uniquement une IP et un host. Et une petite chronologie, donc d'ici au début du projectathon, donc le 6 juillet, pardon, on vous fournira la procédure pour l'ouverture des tests d'accrochage, donc sur Slack, je le rappelle. Le 31 août, donc ce sera la date limite de vérification par les éditeurs des prérequis de configuration, de connectivité, pardon. On recommande fortement de s'y prendre en amont, donc par expérience d'organisation d'événements d'interopérabilité, pour éviter d'être trop proche de la date et de pas être capable de se connecter avec les outils. Le 5 septembre, donc, il y aura les tests préparatoires par les éditeurs. Donc, ça va être des tests que vous trouverez dans Gazelle Test Management, des tests de conformité pré-projectathon. Donc, ce seront des tests à la fois avec des validateurs, à la fois avec des simulateurs, pas des tests entre participants pour vérifier que votre système est bien prêt pour l'événement. Et du coup, le 25 septembre, le début du projectathon. Donc, si toutes ces étapes sont bien respectées, normalement, totalement prêt pour le début de l'événement. Voilà. Merci pour votre écoute.
Merci. Thierry Lard, du coup, je vais reprendre la main. Juste pour vous dire qu'en termes de préparation du Projectathon, on a essayé de synthétiser un peu l'ensemble des liens qui pointent sur les spécifications, que ce soit les spécifications donc, du cadre d'interopérabilité, les spécifications aussi des extensions françaises d'IHE qui sont disponibles sur le site d'Interop Santé, donc les extensions PAMFR, ILWFR, les spécifications du projet SAS et les spécifications du projet annuaire. Eh bien, je vous propose d'ouvrir une session de questions-réponses. On va déjà regarder les questions et on va répondre aujourd'hui à aux questions. Donc, on a eu beaucoup de questions déjà sur des précédents webinaires ou sur les précédentes organisations du Projectathon. C'était quel est le coût de l'inscription du au Projectathon? L'inscription, elle est gratuite. Hein. Les validateurs seront-ils disponibles avant le Projectathon? Oui, ils sont disponibles. Ils sont notamment disponibles sur l'espace de test d'interopérabilité. Y aura-t-il un accès Internet vers l'extérieur? Oui, bien sûr. Quelles sont les modalités de publication des résultats? Vous l'avez compris, hein, l'objectif, c'est de vous aider, de vous accompagner. Même si vous n'êtes pas totalement prêt, ce n'est pas grave, venez quand même. Et donc, on publiera juste en réalité les participants au Projectathon. L'objectif, c'est vraiment de vous aider. Quels sont les prérequis pour participer? C'est de prendre connaissance aux spécifications en amont. Maël, tout à l'heure, vous a donné les liens donc vers le prochain webinaire, vous a donné les liens vers le formulaire de préinscription. Et puis, on reste bien sûr à votre écoute et à votre disposition via ce mail. Enfin, vous pouvez aussi, bien sûr, commencer, et certains ont déjà commencé, merci pour ça, les inscriptions sur le Slack. Combien de personnes par éditeur? On dit en principe 2 personnes par éditeur. Par système, pardon. Par système. 2 personnes par système, autant de systèmes que souhaité. Est-ce que le repas du midi est pris en charge? Oui, le repas du midi pour les participants au Projectathon est pris en charge et un espace de restauration dédié est prévu. C'est aussi l'occasion d'échanger lors du repas derrière autour des problématiques d'interopérabilité. Quels sont les frais à prévoir? C'est les frais d'hôtel, de petit déjeuner, de repas du soir et bien sûr de transport. Oui, au-delà donc du Projectathon, vous l'avez vu, hein, il y a des événements qui vont se durer pendant toute cette semaine européenne de la e-santé. Je vous ai mis le lien dans les premières slides et notamment le mardi, il y a une conférence d'interopérabilité organisée par l'ANS et Interop Santé et vous êtes bien sûr tous invités à y participer. Voilà, je vous propose qu'on balaye les réponses derrière qui sont dans le chat. Ça a été répondu. Ça a été répondu. C'était... Alors, on n'a pas d'autres questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Il reste quelques minutes dans l'onglet dédié si vous avez encore des interrogations ou sinon on vous remet le lien vers la page du Projectathon et vers l'adresse mail également de contact. Dans le document, en fait, on n'a pas déroulé, on a mis un certain nombre d'annexes qui vous permettent d'aller plus loin en fait, par
par rapport à tous les volets qu'on vous a présentés, quoi, en fait. Donc, comme la présentation va être disponible, ce sera l'occasion pour vous d'aller prendre connaissance des différentes annexes. L'information importante qu'on voulait vous dire, c'est qu'on vous attend nombreux pour la 3e semaine de septembre. Vos développements ne sont pas prêts ou sont en cours d'initialisation, c'est pas grave, c'est l'occasion d'aller tester, de rencontrer les experts, en fait, et d'échanger avec les autres industriels sur la manière de faire, de comment ils ont appréhendé les choses. Donc, c'est un fort outil d'intelligence collective, en fait. On a tous à venez, en fait. Et le dernier point, en attendant la 3e semaine de septembre, vous avez remis le lien sur le Slack. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter sur le Slack. On se fera un plaisir de vous répondre à l'ensemble de vos questions. Le prochain webinaire est le 6 juillet, en fait. Et donc, vous pouvez déjà vous y inscrire. Vous avez encore des doutes ou encore des questions, inscrivez-vous. Mais pour ceux que si vous posez des questions, inscrivez-vous. Vous allez à le formulaire d'inscription. On vous a remis le lien. Est-ce qu'il y a encore d'autres webinaires pour regarder, pour mettre leur système sur le gaz de pression? En tout cas, un grand merci à tous les participants. On reste en contact, soit sur le Slack, soit sur l'adresse mail ou via l'espace de test. Merci à tous et à très bientôt.